Bienvenue dans cette émission du 23 février 2026, qui est rendue possible par mes abonnés et donateurs. C'est grâce à vous si cette parole libre existe. Merci. Je ne voulais plus parler de cela. J'ai longtemps hésité avant de prendre la parole aujourd'hui. J'avais décidé il y a quelques mois de quitter le commentaire d'actualité, de ne plus être celui qui lance des alertes dans le désert, qui se fait insulter, menacer, étiqueter de complotiste par des gens qui n'ont ni lu les dossiers, ni fait le moindre travail d'investigation. Nous sommes peu, à vrai dire, à avoir osé vraiment plonger dans l'affaire Epstein. Je peux citer bien sûr l'infatigable et valeureux Carl Zero, Senta de Poit et de rares autres. J'ai moi-même creusé autant qu'il était possible dans différentes émissions où figurait déjà tout ce qui est aujourd'hui publiquement révélé. Ce qui émerge des dossiers Epstein confirme les pires craintes que nous avions et implique nos sociétés et même notre civilisation tout entière, de sorte que je me considère obligé de sortir du silence. Non pas pour reprendre le flambeau, d'autres le font avec courage et compétence, mais pour dire une dernière fois ce qu'il me semble essentiel de comprendre. Ce que je vais partager avec vous est extrêmement difficile. C'est difficile à dire, c'est difficile à entendre, et si l'émotion me gagne, je ne m'en excuserai pas. Parce que devant de telles monstruosités, l'absence d'émotion serait le vrai problème. Il cherche à nous mutiler de notre sensibilité, alors qu'une sensibilité bien comprise, mise au service de l'intelligence, est notre meilleure protection. Mais posons d'abord les faits. Je dis bien les faits. Des documents officiels, publiés par le ministère américain de la Justice, en application d'une loi votée à l'unanimité par le Sénat et à 427 voix contre 1 à la Chambre des représentants. 3,5 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 images, plus de 300 personnalités publiquement exposées, listées par le Department of Justice dans une lettre au Congrès datée du 15 février 2026. Mais ces chiffres, aussi vertigineux soient-ils, ne représentent qu'une fraction de ce qui existe. Un mail interne du FBI daté du 10 mars 2025 et depuis rendu public révèle que les archives saisies dans les propriétés d'Epstein représentent 14,6 téraoctets de données à dépacter, des millions de fichiers, vidéos, photos, documents. L'analyste forensique du FBI note qu'une partie référencée 1B136 est classée matériel obscène et mise à l'écart en attendant de déterminer, je cite, la meilleure manière de procéder. Selon l'analyse de Channel 4 News, relayée par The New Republic, le 16 février, les fichiers publiés ne représenteraient qu'environ 2% du volume total saisi. 2%. Et le 18 février, soit il y a 5 jours, un panel d'experts indépendants mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a qualifié les actes documentés dans ces fichiers, je cite, « d'entreprises criminelles mondiales » atteignant le seuil juridique des crimes contre l'humanité. Je répète, des experts de l'ONU parlent de crimes contre l'humanité. Ce n'est plus une opinion, c'est une qualification juridique internationale la plus lourde qui soit en dehors d'un tribunal. Et encore, le ministère de la Justice a annoncé avoir désormais publié l'intégralité des dossiers, mais c'est faux. Nancy Mace dénonce immédiatement des noms manquants. Ro Khanna accuse le ministère de brouiller volontairement les pistes. Et le speaker de la Chambre a lui-même dénoncé le fait que le département de la Justice espionnait les recherches des parlementaires venus consulter les dossiers non expurgés. Fait gravissime, le nom des victimes et des plaignants, qui devaient légalement rester masqués, ont été mis à découvert délibérément par l'administration Trump. Arrêtons-nous là un instant. On expurge le nom des bourreaux, on expose les victimes. Et quand les parlementaires vont consulter les dossiers, le ministère de la Justice espionne leurs recherches. Comme l'a dit Thomas Massie, co-auteur de la loi sur la transparence, le FBI et le département de la Justice mentent à l'Amérique au sujet d'Epstein.
Massey, qui est allé jusqu'à qualifier l'administration actuelle d'administration Epstein. Et Nancy Mace, également républicaine, aucun effort pour poursuivre les prédateurs. J'ai personnellement, dit-elle, perdu toute foi dans notre système judiciaire. Nous ne sommes pas dans un débat entre la gauche et la droite, entre les démocrates et les républicains. Nous sommes face à des élus des deux bords qui disent « nos propres institutions protègent et couvrent des criminels ». Et le fait le plus accablant de tous, 3,5 millions de pages, des centaines de noms, des décennies de crimes documentés et à ce jour, 0 poursuite. Aucune. Le sous-procureur général Todd Blanche a déclaré qu'aucune poursuite n'a été engagée et le 20 février, ce même Blanche a admis en conférence de presse que le Department of Justice détient et retient des images montrant des mises à mort, de la torture, des abus physiques et des blessures. Le ministère de la Justice admet posséder les preuves et choisit de les cacher. Elon Musk l'a résumé avec son ironie coutumière, 3 choses que vous ne verrez jamais, un dinosaure, une licorne et la liste complète des passagers du Lolita Express. Maintenant, il faut dire ce que ces dossiers révèlent. Et c'est là que la plupart des médias s'arrêtent. Ils vous parlent de relations mondaines, de dîners en ville, de fréquentations embarrassantes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du viol systématique d'enfants. Le journaliste Nick Bryant, dont le travail d'enquête fait référence, a documenté que le réseau Epstein trafiquait des filles de moins de 10 ans en provenance de pays en guerre, de familles démunies, d'agences de mannequins. Jean-Luc Brunel, agent recruteur français d'Epstein dans le monde de la mode, négociait secrètement avec les procureurs en 2016 pour témoigner. Quand Epstein l'a découvert, Brunel a disparu. Plus de 50 filles ont été ensuite trafiquées après l'effondrement de cette opération. Brunel a finalement été arrêté à l'aéroport de Paris en 2020, tentant de fuir au Sénégal, puis retrouvé pendu dans sa cellule en février 2022, exactement comme Epstein. Un mail d'Epstein à Sultan bin Sulayem, PDG de DP World, l'un des hommes les plus puissants du Golfe. J'ai adoré la vidéo de torture. Le nom de bin Sulayem avait été caviardé par le département de la justice. Ce sont les représentants Massey et Ro-Khanna qui l'ont identifié et publié. Résultat, le 13 février, bin Sulayem a démissionné. Oh, quelle lourde peine! C'est à ce jour la première conséquence concrète de ces révélations. Le Wall Street Journal a confirmé l'information. Et un autre email, celui-ci daté du 28 décembre 2018, référence EFTA 010 010 128. Epstein écrit à une connaissance, Masha Drokova, au sujet d'une amie qui enquête sur, je cite, « un type vraiment abject qui fait transporter des enfants sur son île pour des relations sexuelles ». Et Epstein ajoute « Elle a failli s'évanouir quand je lui ai révélé que cet homme, c'était moi ». Epstein se dénonce lui-même, par écrit, sur une boîte mail non cryptée. Le sentiment d'impunité est total. Comment est-il possible qu'un homme ait pu écrire cela sans jamais être inquiété ? Le représentant Tim Burchett, après avoir consulté les dossiers non expurgés, a déclaré que leur contenu était, je le cite, « terrifiant, diabolique, satanique et venant des profondeurs de l'enfer ». La représentante Lauren Boebert, également après consultation directe, a évoqué des références à la torture, à la consommation, au cannibalisme, à un lieu appelé le Cannibal Restaurant, et à des mots codés comme « jerky » et « human meat ». Je précise, il n'y a pas encore de confirmation indépendante de ces allégations à ce stade, mais ce sont les mots d'une élue américaine après consultation des documents classifiés. Et il est difficile, bien sûr, d'obtenir des confirmations quand l'administration retient précisément les images et les vidéos les plus accablantes, comme Todd Blanche vient de l'admettre. Le tabloïd britannique The Mirror rapporte sur la base d'un rapport du FBI que le prince Andrew est accusé d'avoir été présent tandis qu'une fillette de 6 à 8 ans était torturée par des chocs électriques par Ghislaine Maxwell. Andrew nie toute implication.
Rappelons que ce même Prince Andrew est le fils du roi Charles III, qui a entretenu pendant des décennies une amitié intime et documentée avec Jimmy Savile, le prédateur le plus prolifique de l'histoire britannique, avec des centaines de victimes âgées jusqu'à l'âge de 2 ans, dont des enfants hospitalisés. Jimmy Savile, une star de la télé, faisait du fundraising pour des orphelinats et des hôpitaux pour enfants, dans lesquels, pendant la nuit, il allait violer les enfants qui s'y trouvaient. La compromission des Windsor, la maison royale britannique, avec la pédocriminalité n'est pas un accident isolé, c'est un schéma. Et puis il y a ceci rapporté par le journal personnel d'une victime et corroboré par un article du New York Times de 2019. Une jeune fille de 16 ou 17 ans raconte que Ghislaine Maxwell a supervisé la naissance de sa fille aux alentours de 2002. Le bébé lui a été retiré 10 minutes après l'accouchement. Pendant qu'on lui arrachait son enfant, Epstein parlait de poule génétique supérieure et de progéniture parfaite. Car Epstein avait confié à des scientifiques son projet d'inséminer des femmes à grande échelle dans son ranch du Nouveau-Mexique, un programme eugéniste déguisé en transhumanisme. Alors disons les choses clairement. On nous a expliqué pendant des années que l'affaire Epstein, c'était au pire du détournement de mineures post-pubères plus ou moins consentantes. Ce que les documents révèlent, c'est des meurtres d'enfants, de la torture, du trafic international organisé, un programme eugéniste et des allégations dont certaines, si elles se confirment, relèvent de pratiques dont je préfère laisser les élus américains porter la charge descriptive. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des déclarations d'élus républicains et démocrates après lecture directe de documents classés, pas de la production de blogueurs, des élus assermentés. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux crimes eux-mêmes. C'est la toile qui les entoure qui donne le vertige. Jeffrey Epstein ne déjeunait pas en ville avec des gens célèbres. Il était au cœur d'un réseau reliant la finance internationale, les services de renseignement, l'industrie technologique, les gouvernements de plusieurs continents, les familles royales, les prix Nobel et les plus grandes universités du monde, sans oublier bien sûr les médias de tous nos pays. Ceux qui racontent toujours en permanence la même chose. Commençons par le nœud financier. Les Wexner, fondateur de Victoria's Secret et longtemps présenté comme le principal mécène d'Epstein, a déclaré sous serment devant le Congrès qu'Epstein travaillait directement pour la famille Rothschild en France, gérant leurs intérêts personnels. Wexner dit, après avoir vérifié auprès d'Eli de Rothschild lui-même, qui aurait confirmé qu'Epstein représentait toute la famille. La vidéo de cette déposition est saisissante. On y voit l'avocat de Wexner, visiblement paniqué par les révélations de son propre client, se pencher vers lui et le menacer de mort pour qu'il cesse de répondre aux questions. L'omerta en direct devant le Congrès des États-Unis. Et ce même Wexner, le mécène, le milliardaire, l'homme qui a ouvert toutes les portes à Epstein, avait fait un aveu extraordinaire dans une interview au New York Magazine dans les années 80. Il déclarait, écoutez bien, se considérer comme possédé par ce qu'il appelait un dibuk, un terme yiddish pour une possession démoniaque. Il disait avoir été possédé enfant, libéré adolescent, puis repossédé à 40 ans, et que cette force le poussait à accumuler toujours plus de pouvoir et de contrôle. C'est Whitney Webb, journaliste d'investigation dont le travail sur l'affaire fait référence, qui a exhumé cette déclaration lors de sa première interview de 2026. On peut noter que les mots de Wexner en 85 font écho à ceux du représentant Burchett 40 ans plus tard, diabolique, satanique, venant des profondeurs de l'enfer. Mais soudain, Wexner prétend n'avoir pas compris qui était Epstein et que celui-ci a abusé en quelque sorte de sa confiance. Ben tiens. Heureusement, face à cet homme, il y a des victimes. Le frère de Virginia Giuffre, dont je reparlerai, s'est adressé à Wexner en direct sur CNN au nom de Virginia. Vous savez ce que vous avez fait. Je sais ce que vous avez fait. Et un seul d'entre nous dit la vérité. Wexner, lui, nie avoir jamais rencontré Virginia Giuffre. Ce témoignage sous serment est corroboré par un document comptable.
Un contrat formel daté du 5 octobre 2015 entre Southern Trust Company, la société d'Epstein aux îles Vierges, et Edmond de Rothschild Holding pour un montant de 25 millions de dollars, portant, je cite, sur l'analyse des risques et l'utilisation d'algorithmes. Ce n'est pas un email ambigu, c'est un contrat signé, daté, chiffré. Un email de 2011 du procureur hollywoodien Barry Josephson à Epstein fait référence à une conversation antérieure entre Epstein et Bill Gates portant sur la manière, écoutez bien, je cite, de se débarrasser des pauvres. Parallèlement, des documents montrent Gates et Epstein collaborant avec le Forum économique mondial sur un système d'identification biométrique pour les dossiers médicaux et les agriculteurs, un projet associant santé numérique et contrôle des populations, que cela est rassurant lorsque nous avons affaire à des philanthropes de cette envergure. Loué par l'ensemble de nos médias, la bouche en cœur. Et cet autre email daté du 20 mars 2015 transmis à Epstein, objet « Preparing for Pandemics », se préparer aux pandémies. En pièce jointe, l'ordre du jour d'une réunion à Genève sous en-tête d'Edmond de Rothschild. Le texte « Discutons des prochaines étapes, par exemple comment impliquer officiellement l'Organisation mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge ». 2 semaines plus tard, Bill Gates prononçait son célèbre discours TED « La prochaine épidémie, nous ne sommes pas prêts ». Mais heureusement, Epstein et lui veillaient au grain. Comment un tel réseau a-t-il pu fonctionner pendant des décennies sans être démantelé ? La réponse qui émerge des documents est glaçante, parce qu'il était protégé par des gouvernements et des services de renseignement. Un document FBI déclassifié, référence EFTA 0090-314, est un rapport de source confidentielle du bureau de Los Angeles. Il indique qu'Epstein était considéré comme un agent coopté du Mossad, formé sous la direction de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. L'avocat Alan Dershowitz, qui représentait Epstein, est également décrit comme coopté par le renseignement israélien. D'autres emails, datés de 2016 et 2017, décrivent l'installation d'un système de surveillance israélien dans l'appartement d'Epstein à Manhattan. Capteur aux fenêtres, clavier connecté, avec la possibilité de neutraliser le système à distance en appelant Rafi du consulat. Ce Rafi est identifié dans un email ultérieur comme le chef de la sécurité d'Ehud Barak. Le 17 février, Nancy Mace a adressé une lettre formelle au directeur de la CIA, John Ratcliffe, exigeant la déclassification de tous les documents, photos, vidéos et passeports en possession de la CIA relatifs à Epstein et Maxwell. Elle affirme avoir la certitude qu'Epstein était un intelligence asset, un atout du renseignement, une recrue des services secrets, et que c'est précisément ce qui explique la protection et la couverture gouvernementale. Et Thomas Massie sur ABC a accusé le département de la justice d'avoir supprimé des fichiers clés pour protéger Israël. Mais la connexion au renseignement ne se limite pas au Mossad. Dès les années 1980, Epstein était impliqué dans les opérations de blanchiment d'argent de la CIA liées au scandale Iran-Contra. Les registres de la Maison-Blanche montrent qu'il a rendu visite à Bill Clinton 17 fois entre 1993 et 1995 dans le bureau ovale. Et un email déclassifié de 2011 révèle qu'on lui demandait d'organiser une rencontre avec John Brennan, le futur directeur de la CIA. Et puis il y a eu cet aveu stupéfiant tout récemment de l'avocat Alan Dershowitz lui-même. Professeur de droit à Harvard, avocat de l'État d'Israël et d'Epstein, celui qui est aussi décrit dans les documents du FBI comme également une recrue des services de renseignement israéliens. Interrogé par le journaliste Piers Morgan, Dershowitz déclare « Si Jeffrey Epstein m'avait dit qu'il était un agent du Mossad, je l'aurais fait acquitter complètement. » Morgan lui répond incrédule « Vous êtes en train de nous dire que si Epstein s'était réclamé du Mossad, il aurait pu échapper à toute poursuite pour pédocriminalité après tous les crimes qu'il a commis ?» Dershowitz, c'est exact. Arrêtons-nous un instant sur ce qui vient d'être dit.
un avocat célèbre à la télévision devant des millions de spectateurs, affirme qu'un pédocriminel reconnu, coupable de meurtre, de torture, de viol d'enfants, aurait dû être libéré s'il avait invoqué son appartenance à un service de renseignement. Que la torture, le viol d'enfants, le meurtre auraient dû rester impunis au nom de la raison d'État israélo-américaine. Et cela ne provoque pas de séisme, pas d'interpellation, pas de radiation du barreau, rien, comme si l'innommable était devenu dissible sans conséquence. Et c'est peut-être là le stade ultime de l'ingénierie sociale. Non pas seulement cacher le mal, mais le rendre banal, en l'exhibant et en montrant que rien ni personne ne peut s'opposer à ce système diabolique. Même un aveu public ne changera rien. Si ces allégations sont fondées et les documents déclassifiés vont dans ce sens, alors nous ne sommes pas face à un simple réseau pédocriminel. Nous sommes face à un système de chantage géopolitique à une échelle qui défie l'imagination. Le compromat, le matériau de chantage, comme instrument de contrôle politique. Et cela explique bien pourquoi l'obstruction est si systématique. Il ne s'agit pas d'incompétence, il s'agit de protéger des sources et des opérations. Et c'est ici qu'émerge l'hypothèse la plus glaçante de toutes. Elle est formulée notamment par le journaliste d'investigation Xavier Poussard, mais également d'autres analystes qui ont étudié ces dossiers en profondeur. La question n'est pas que les élites aient des goûts pédocriminels. La question, c'est que dans l'architecture du pouvoir révélée par l'affaire Epstein, la pédocriminalité fonctionnait comme un mécanisme d'accès au pouvoir. Pour entrer dans le cercle, il fallait se compromettre et être filmé, ce qui rendait chaque participant contrôlable à vie, taillable et corvéable à merci. C'est là une hypothèse qu'il faut bien sûr avancer avec la prudence requise. Mais regardons la systématicité des implications. La finance, le renseignement, la politique, les médias, ô combien, les universités, les familles royales, la Silicon Valley, sur tous les continents pendant des décennies. Et demandez-vous, est-il vraiment plausible que tous ces gens aient été attirés indépendamment les uns des autres par les mêmes vices odieux? Ou bien s'agit-il d'un système d'exploitation assurant que les soi-disant élites sont corrompus jusqu'à la moelle et d'une perversité sans faille? Le docteur Roger McFillin, psychologue clinicien, l'a formulé avec une précision remarquable. Ce que les dossiers Epstein révèlent, ce n'est pas seulement un réseau de chantage, aussi sinistre que cela soit, c'est une vision du monde, cohérente, financée, ancrée dans les institutions, sur ce que sont les êtres humains, ce qu'ils valent et qui a le droit de décider de leur sort. Et puis il y a le cas Dieudonné. Les documents déclassifiés révèlent qu'Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein ont échangé au sujet de l'humoriste. Il s'agirait de gérer son cas. Quelques jours après cet échange, Dieudonné était visé par des interdictions de spectacle et des circulaires administratives sous Hollande, puis sous Macron. La toile s'étend, je l'ai dit, jusqu'aux familles royales et aux institutions les plus prestigieuses. La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, est mentionnée plus de 1000 fois dans les fichiers. Elle finira par déclarer publiquement regretter tout contact avec Epstein, parlant d'un mauvais jugement, elle aussi. Quant à Thorbjørn Jagland, l'ancien Premier ministre norvégien devenu président du Comité Nobel de la paix, celui-là même qui avait attribué le prix à Barack Obama en 2009, alors qu'il était en fonction depuis moins de 9 mois, les emails déclassifiés révèlent qu'il était un habitué de l'île d'Epstein. Un email de Cécile de Jong, daté du 6 mars 2014, demande confirmation que Jagland et autres seront des invités sur l'île. Jagland a depuis été démis de ses fonctions de président du comité Nobel, une première historique. La toile englobe également la Silicon Valley. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, apparaît dans de nombreux documents. Un email du 24 décembre 2014 montre Hoffman envoyant des cadeaux à Epstein, de la glace et un cadeau pour l'île, avec cette mention sinistre « For the girls », pour les filles. Le même email annonce une rencontre prévue avec Bill et Satya, interprétés comme Bill Gates, et Satya Nadella, le PDG de Microsoft.
Peter Thiel, cofondateur de PayPal, fondateur et président du conseil de Palantir Technologies, cette entité tentaculaire dans le domaine de la surveillance électronique, a quant à lui invité Epstein à une retraite privée appelée Dialogue 2014, réunissant 150 personnes influentes. Dans l'interview de Steve Bannon, récemment rendue publique, Epstein explique tranquillement comment il a été recruté par David Rockefeller au conseil d'une université, puis intégré à la commission trilatérale, cet organe supranational où les élites coordonnent leurs intérêts. Epstein y décrit le projet de monter un gouvernement mondial stable, géré par les élites business et pas par les populations, ni même des politiciens élus qui changent tous les 4 à 8 ans, une opération que j'ai déjà montrée dans mon livre « La fabrication du désastre ». Au cœur de tout cela, il y a des êtres humains, des enfants. Je veux m'arrêter là parce que dans le bruit médiatique, on les oublie. Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus courageuses, celle qui avait osé témoigner et porter plainte, s'est soi-disant suicidée l'année dernière. Son frère continue le combat. C'est lui qui, sur CNN, s'est adressé à Les Wexner en direct. « Au nom de Virginia, vous savez ce que vous avez fait. Je sais ce que vous avez fait. Et un seul d'entre nous dit la vérité. » Virginia n'est plus là pour en parler. Mais sa famille, elle est là. Et elle regarde des puissants dans les yeux. Lors de l'audition de l'Attorney General, ministre de la Justice Bondi, la semaine dernière, 6 survivants étaient dans la salle. Elles ont demandé à Bondi de se tourner vers elle et de leur présenter des excuses. Elle ne s'est pas retournée. Danny Bensky, abusé à 17 ans dans le manoir d'Epstein, a dit « Je me suis senti exactement comme dans le manoir d'Epstein. Tant de gens m'ont vu, tant de gens auraient dû parler, et aujourd'hui la ministre de la Justice ne se retourne même pas pour nous regarder. » Marina Lacerda avait 14 ans quand Epstein a commencé à abuser d'elle. 14 ans. Elle est devenue victime mineure numéro 1 dans l'acte d'accusation fédéral. Un acte d'accusation qui a été classé sans suite en 2007, alors qu'il comptait 60 chefs d'inculpation. Et selon les personnes qui ont lu intégralement les fichiers, sur des milliers d'enfants référencés, nommés ou sous-entendus dans ces documents, seule une trentaine est identifiée. Les autres ont disparu, effacés, sans réponse. 60 chefs d'inculpation classés parce que les personnes en cause étaient protégées par le système même qui était censé rendre la justice. Chaque enfant violé, c'est notre humanité qu'on assassine. C'est le sacré qu'on assassine. Il ne s'agit pas d'un scandale de plus. Il ne s'agit pas d'une affaire. Il s'agit des restes agonisants de notre civilisation quand ceux qui la dirigent violent ce qu'elle a de plus sacré. Je parle maintenant en anthropologue de la santé. C'est ma formation, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et je vous dis ceci, l'Occident est profondément malade. Il est terminalement malade. Il est malade d'avoir laissé des cercles profondément dégénérés s'emparer de tous les réseaux de pouvoir. Des cercles dont la perversité et l'inhumanité défient l'entendement. Des cercles que des représentants américains, pas des blogueurs, des élus assermentés qualifient de diaboliques et de sataniques. La duplicité est vertigineuse. Pendant des décennies, les sphères politiques ont couvert aux États-Unis, en Europe, dans chacun de nos pays. Les médias de chacun de nos pays ont couvert. L'industrie du divertissement a couvert, la finance a couvert. Et quand quelqu'un osait parler, la machine se mettait en marche. Destruction de réputation, menaces, procès. Et si cela ne suffisait pas, des morts en cellule, des accidents malencontreux, des suicides. De personnes ayant fait savoir qu'elles ne se suicideraient jamais. En France, le document référencé EFTA 000-795-19 révèle que Marlène Schiappa, alors ministre chargée des droits des femmes, a assuré le 16 octobre 2019 qu'Epstein n'avait pas violé d'enfants en France. Le document note que son approche
je cite, « entrave l'enquête et peut empêcher de nouveaux dépôts de plainte ». La ministre des Droits des Femmes qui entrave l'enquête sur un réseau pédocriminel international, voilà où nous en sommes. Un email déclassifié révèle qu'une ancienne employée de la résidence d'Epstein à Manhattan avait apporté des preuves, cartes mémoire, vidéos, photos, et tenté de les remettre à ABC News et Fox News. ABC a hésité, parce que le matériel contenait de la pédopornographie. Ah oui, c'est pas très joli ça. Fox a été informé, mais a déclaré de ne publier qu'une partie du matériel pour des raisons politiques. Les deux chaînes détenaient les preuves depuis 2020 sans les publier. Et ce n'était pas la première fois. Dès 2019, une vidéo filmée à son insu par Project Veritas montrait la présentatrice d'ABC, Amy Robach, se plaignant que sa chaîne avait enterré son interview de Virginia Giuffre, accusant le prince Andrew. On m'a dit « Qui est Jeffrey Epstein ? Personne ne le connaît, c'est une histoire stupide. » Robach affirmait qu'elle avait tout sur le prince Andrew, mais que Buckingham Palace avait fait pression pour que rien ne soit diffusé. Cindy McCain, l'épouse du sénateur John McCain, candidat à la présidence des États-Unis, avait dit publiquement en janvier 2020 « Tout le monde savait et personne n'a rien fait. » Ou plutôt, ceux qui ont essayé de faire quelque chose ont été broyés. Et aujourd'hui encore, que fait la presse ? Regardons ensemble. J'ai fait compiler une image qui rassemble les titres de la presse française sur l'affaire Epstein entre 2023 et 2025. C'est un mur de honte. 20 minutes, un bingo pour la sphère complotiste. France Inter qualifie le film Sound of Freedom de navet complotiste. Le Monde parle de complot contre l'Amérique authentique. AFP Factuel, la pédocriminalité instrumentalisée par les complotistes. Pendant des années, systématiquement, méthodiquement, les médias mainstream ont dit aux Français que cette affaire était un fantasme. France Télévisions consacre finalement une émission à l'affaire. Titre « Epstein, la victoire du complotisme ?» Pas la victoire des pédocriminels, pas la faillite de nos institutions, le complotisme. Et le panel invité, pas un seul enquêteur, pas une seule victime, pas un seul juriste spécialiste de la pédocriminalité, uniquement des spécialistes du complotisme. Le Parisien titre « Les dossiers Epstein nourrissent les complotistes ». Mais rappelez-moi à qui appartient le Parisien déjà. France Info produit un podcast intitulé « Complorama », qui consacre un épisode à l'affaire sous le titre « Epstein, l'obsession complotiste » avec Rudi Reichstadt et Tristan Mendès France. Un mythe central et increvable, disent-ils, un mythe. Des milliers d'enfants, torturés, violés, assassinés, 3,5 millions de pages de documents officiels, et pour ces gens-là, c'est un mythe. Ou encore, la presse glose à l'infini sur le fait qu'il convienne de prononcer Epstein ou Epstein, comme le Figaro ou la RTBF, coutumière, il est vrai, d'une complaisance sans borne avec la pédocriminalité. Ils y consacrent des colonnes entières. Epstein ou Epstein comme Poutine ? On a enlevé, violé, torturé, assassiné des milliers d'enfants avec la complicité passive de nos gouvernements. Mais dites-moi, on dit Epstein ou Epstein ? Et l'Express atteint un nouveau sommet le 22 février en titrant « Quand l'affaire Pellico contredit les discours sur l'affaire Epstein et les élites corrompues ». Utiliser le viol collectif d'une femme dans une petite ville de province pour minimiser un trafic pédocriminel international touchant les plus hautes sphères du pouvoir mondial, c'est à ce niveau-là qu'on en est avec cette presse qui ose encore se qualifier ainsi. Et pendant ce temps, Bill Gates renonce à participer au sommet mondial sur l'intelligence artificielle. L'homme qui était reçu comme un chef d'État à l'Élysée, à Genève et partout, protégé par toute la presse, est désormais en difficulté. Melinda Gates elle-même a déclaré sur NPR le 5 février éprouver une tristesse inimaginable et avoir dû quitter son mariage et la fondation. Quand l'ex-femme de l'homme soi-disant le plus philanthrope du monde fuit en parlant de tristesse inimaginable, on peut légitimement se demander ce qu'elle a vu. Et bien sûr,
Vous voyez le schéma. Des millions de documents révèlent le viol systématique d'enfants par les élites les plus puissantes du monde. Et le réflexe de la presse n'est pas d'enquêter sur les crimes, c'est de parler des gens qui en parlent. Et quand c'est trop gros pour être ignoré, il reste la dernière carte, la Russie. Le Figaro, 6 février. Affaire Epstein, la France a identifié une opération de désinformation liée à la Russie visant Emmanuel Macron. Viginum, le service anti-ingérence, est mobilisé pour accuser la Russie plutôt que pour enquêter sur le contenu des documents qui mentionnent clairement Emmanuel Macron. La presse n'est plus le quatrième pouvoir, elle est le paravent des crimes couverts et même commis par les 3 premiers. Envisage-t-il au moins de demander pardon pour avoir activement participé à la dissimulation de ces monstruosités et aux campagnes de destruction de réputation contre les lanceurs d'alerte? Un sondage Odoxa pour le Figaro, publié le 14 février, 78% des Français se disent dégoûtés. 61% considèrent dans cette affaire qu'elle prouve que les élites politiques, économiques et médiatiques sont corrompues. Le peuple a compris. Ce sont les médias qui n'ont toujours pas compris, ou plus exactement, font encore et encore semblant qu'il n'y a rien à comprendre. Je dois maintenant aborder un point délicat mais incontournable. La question du rôle de Donald Trump et de son administration dans cette affaire. Les faits d'abord. C'est le président Trump qui a signé l'Epstein Files Transparency Act, la loi qui a forcé la publication de ces dossiers. Mais c'est également son administration qui en freine la divulgation. Thomas Massie, sénateur co-auteur de cette loi, un républicain, a déclaré n'avoir jamais anticipé ou s'être attendu à ce que le chef de l'application des lois aux États-Unis ne respecterait pas la loi. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a été catastrophique lors de son audition devant la commission judiciaire. Massie l'a décrit comme venue avec un livre d'insultes, une pour chaque membre du Congrès. Elle a refusé de s'excuser directement auprès des survivantes. Plus grave encore, Massie et Cana affirment que des documents ont été retirés avant qu'ils ne puissent les consulter au siège du département de la justice. Et puis, il y a cette déclaration de Marjorie Taylor Greene. Greene, une fidèle de Trump, a affirmé publiquement, d'abord dans The Hill fin décembre, puis en vidéo le 14 février, que Trump l'a personnellement appelé furieux pour lui demander de cesser de promouvoir la publication des fichiers Epstein. Citation directe de Greene rapportant les propos de Trump, « My friends will get hurt » « Mes amis vont souffrir ». Et Trump a publiquement attaqué Thomas Massie de manière répétée, précisément celui qui pousse le plus pour la transparence, en le traitant de loser et en suggérant qu'il devrait voir un psychiatre. Et pas en colère contre Epstein, pas contre les abuseurs, pas contre la couverture, mais contre celui qui réclame la vérité. Et le 20 février, le journaliste Roger Sollenberg a pris le département de la justice en flagrant délit de suppression d'un document révélant que Ghislaine Maxwell détenait du matériel de chantage potentiel sur Trump, incluant 3 interviews FBI d'une accusatrice mineure qui n'ont jamais été rendues publiques. Le document référence série 3501.045, comprenant 7 interviews 302, 3 photographies, 2 rapports FBI et un rapport de police, existait dans la base de données. Il a été retiré, puis republié après que Sollenberger a signalé la suppression. En attendant, Ghislaine Maxwell, décrite par les victimes comme d'une malfaisance et d'un sadisme sans bornes, condamnée à 20 ans pour trafic sexuel de mineurs, bénéficie d'un traitement de faveur qui défie l'entendement. En juillet 2025, elle a été interviewée en prison par Todd Blanche, le sous-procureur général et ancien avocat personnel de Donald Trump. Au cours de cet entretien, elle a déclaré n'avoir jamais vu Trump faire quoi que ce soit d'inapproprié. Une semaine plus tard, elle était transférée d'un établissement de haute sécurité vers un camp de détention minimal au Texas, un transfert contraire aux règles du Bureau fédéral des prisons qui interdisent le placement d'un délinquant sexuel condamné en sécurité minimale.
Elle y bénéficierait, selon un lanceur d'alerte cité par le représentant Raskin, de repas servis dans sa chambre, de séances de sport nocturnes et d'un traitement de conciergerie. La directrice de l'établissement l'aiderait personnellement à préparer une demande de commutation de peine. Les victimes n'ont pas été notifiées du transfert en violation du Crime Victims' Rights Act. Et les détenus, qui ont parlé à la presse, ont été transférés vers des établissements plus durs. Résumons. La complice condamnée d'Epstein déclare que Trump est innocent et se retrouve dans un camp de vacances fédéral. On nous demande de croire sur parole une femme que les victimes décrivent comme un monstre et qui a toutes les raisons du monde de dire exactement ce qu'on attend d'elle. Même le général Michael Flynn, figure centrale du mouvement MAGA, s'est publiquement alarmé. Sur InfoWars le 20 février, il a averti que si l'administration ne commence pas à tenir les responsables pour comptables de leurs actes, la participation électorale va s'effondrer pour les républicains. Les dossiers Epstein sont, selon ses mots, un coup de bâton de plus dans la face du peuple américain si rien ne se passe. Et il conclut, il s'agit de sauver les enfants, il s'agit d'éliminer ce groupe malfaisant et satanique. Face à ce tableau, deux hypothèses s'affrontent et je tiens à les exposer toutes les deux en toute honnêteté intellectuelle. Première hypothèse, Trump est lui-même un produit du système. C'est la thèse de la journaliste d'investigation Whitney Webb, qui a consacré des années à documenter l'histoire du chantage sexuel comme instrument de contrôle politique aux États-Unis. Le parrain en politique de Donald Trump, Roy Cohn, était lui-même le prédécesseur d'Epstein. Il faisait violer des jeunes garçons par des responsables politiques pour pouvoir les faire chanter, et Trump était un de ses intimes qui était parfaitement au courant de ces opérations. Selon Whitney Webb, Epstein était un expert en blanchiment de réputation pour des milliardaires qu'elle qualifie de criminels, et les mêmes forces qui protégeaient Epstein continuent d'opérer. Les déclarations de Green et l'attaque de Trump contre Massey, les résistances du ministère de la Justice, pèsent lourd dans cette balance. Seconde hypothèse. Trump joue une partie stratégique. C'est la lecture d'analystes comme Stanislas Berton ou Sylvain Laforêt qui considèrent que Trump ne peut pas aller frontalement contre des intérêts aussi puissants. Selon cette analyse, il aurait choisi de forcer la publication légale tout en gérant les temporalités de la révélation et en faisant semblant de s'y opposer pour apparaître comme protégeant ceux qui constituent une menace pour lui, et en premier lieu, bien sûr, Israël, qui est au cœur de tout ce dispositif, et dont on sait qu'il tient l'entier de la classe politique américaine et occidentale. Quelle est ma position ? Elle est simple. Je n'adhère à rien qui ne soit pleinement démontré. Je raisonne en termes d'hypothèses, je le rappelle, pas de certitude. Ce que je sais, c'est que les faits observables, les attaques contre Massey, les aveux de Green, le comportement de Bundy, les documents retirés, les avertissements de Flynn lui-même, la mansuétude envers Ghislaine Maxwell, le fait de prétendre qu'il s'agit d'un canular des démocrates rendent la seconde hypothèse de plus en plus compliquée à soutenir. Il n'est toutefois pas dit à ce stade qu'elle ne soit pas la bonne. Puisque nous parlons de pouvoir, un mot sur la France. Les documents déclassifiés révèlent qu'Ariane de Rothschild entretenait une correspondance suivie avec Epstein. Un email du 26 janvier 2016 montre Rothschild informant Epstein avec une nonchalance confondante de son emploi du temps. « I should see Macron in coming weeks ». Je dois voir Macron prochainement. Macron était alors ministre de l'économie. L'année suivante, il devenait président de la République. Faut-il rappeler qu'il est un ex-employé de David de Rothschild ? D'autres emails datés de 2018 montrent Epstein se vantant de conseiller Macron sur la gouvernance et la communication pendant son mandat présidentiel. Et un échange de 2014 entre Gates et Epstein confirme qu'Epstein servait d'intermédiaire pour Gates auprès de François Hollande et de Pierre Moscovici, deux présidences successives dans l'orbite d'Epstein via les Rothschild. Alors oui, les procureurs parisiens ont annoncé la réouverture de l'affaire. Les vidéos et scellées, saisies lors de la perquisition de l'appartement d'Epstein avenue Foch en 2019, n'avaient jamais été exploitées. L'enquête avait été, selon Maître Darmon,
de l'association Innocence en danger, soigneusement bâclé, ignoré, étouffé. Et les dates parlent d'elles-mêmes. Epstein, arrêté le 6 juillet 2019, retrouvé mort le 10 août. Les perquisitions en France n'ont commencé que le 17 septembre. À l'agence de mannequins de Brunel et le 23 septembre à avenue Foch. 2 mois et demi pour nettoyer. Puis la garde des Sceaux, belle ou belle, a signifié de circuler car il n'y avait rien à voir. Et du coup, on n'a rien, absolument rien retrouvé au 22 avenue Foch. Et qui était en charge de tout cela ? Rémi Hetz, nommé procureur de la République de Paris par Emmanuel Macron en novembre 2018, contre les candidats proposés par sa propre garde des Sceaux, un fait confirmé par plusieurs sources. C'est Hetz qui a ouvert l'enquête préliminaire après la perquisition. Et nous savons désormais, comme Europe 1 l'a confirmé, que le parquet de Paris détenait depuis 2019 4500 emails d'Epstein sur un disque dur, récupérés lors de la perquisition et communiqués par le ministère de la Justice américain. 7 ans plus tard, quasi rien. L'enquête a piétiné. C'est malheureux, mais cela arrive. Brunel s'est suicidé en prison et les pistes françaises sont restées inexploitées. Le parcours de Hetz est éloquent. C'est le même homme qui a classé sans suite l'affaire Benalla en 2020, classé 2 plaintes dans l'affaire Betaram impliquant François Bayrou et dont les promotions jalonnent chaque dossier étoffé. Récompense. En juillet 2023, Macron le nomme procureur général près la Cour de cassation, le sommet de la pyramide judiciaire française. Et c'est cet homme que Macron charge aujourd'hui de mettre tous les moyens en œuvre pour faire toute la lumière sur l'affaire Epstein en France. Ce n'est pas un détail mondain. Les Rothschild ne sont pas une famille parmi d'autres. Leur influence sur la famille, la politique et les médias français est structurelle. Et les documents montrent que cette influence était directement connectée au réseau Epstein. Permettez-moi un mot personnel. J'ai fait partie de ceux qui ont parlé de ces réalités quand il était encore dangereux de le faire. J'ai consacré plusieurs émissions. J'ai été insulté, menacé, traité de complotiste, ça c'est normal, mais même attaqué par des gens de notre camp, sitôt que je me suis intéressé à cette affaire. Mais cela ne surprendra que les personnes qui ne comprennent pas encore très bien comment cela marche. Je ne suis aucunement animé par la vengeance. Je dis pas « je vous l'avais dit ». Ce que je vous dis, c'est ceci. Le fait que des gens ordinaires, des journalistes citoyens, des lanceurs d'alerte, aient pu identifier la réalité de cette horreur bien avant les institutions censées nous protéger, dit quelque chose de très important, parce que les documents étaient accessibles. Cela signifie que le système ne dysfonctionnait pas, il fonctionnait exactement comme prévu. Il protégeait les prédateurs et il éliminait ceux qui menaçaient cette protection. Et il continue de le faire. Normalement, dans des démocraties qui fonctionneraient, des révélations de cette ampleur feraient tomber les gouvernements. La rue devrait gronder, les parlements devraient être en ébullition, les procès devraient pleuvoir, la presse devrait enquêter. Au lieu de cela, un silence relatif et feutré, une torpeur, une incapacité collective à prendre la mesure de ce qui est révélé. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une ingénierie sociale soigneusement pensée. On a désarmé les populations de leurs outils de puissance. On a ridiculisé la méfiance envers les institutions, les chasseurs de complotistes. On a transformé la capacité de discernement en complotisme. On a imposé une pensée unique et on a anesthésié les consciences par un flux permanent de divertissements, de polémiques artificielles et de peurs manufacturées. Et l'on en arrive au point où Alan Dershowitz peut déclarer à la télévision qu'un pédocriminel aurait dû être libéré parce qu'il travaillait pour un service de renseignement et c'est reçu comme un commentaire, comme un autre. Des millions de vues, aucune conséquence, l'anesthésie est complète. Alors, que faire face à l'horreur, face à tant d'horreur ? Premièrement, voir, ne pas détourner le regard, ne pas se réfugier dans le déni. C'est la chose la plus difficile que l'on puisse demander à un être humain. Regarder le mal en face sans scier.
Mais c'est le point de départ de toute guérison. En anthropologie de la santé, on sait bien qu'un diagnostic honnête est la condition nécessaire à tout processus de guérison. Deuxièmement, exiger. Exiger la transparence intégrale, exiger des poursuites, soutenir les quelques élus courageux comme Massy et Cana qui se battent des deux côtés de l'échiquier politique, soutenir les journalistes indépendants et refuser absolument de laisser le récit être détourné vers le complotisme. Au Nouveau-Mexique, la législature a voté la création d'une commission vérité pour enquêter sur les crimes d'Epstein dans cet État. Le travail sera-t-il fait ? En tout cas, cela montre qu'il est possible de chercher à faire avancer les choses. Et troisièmement, ne pas céder à la haine. Et c'est peut-être, étant donné la gravité et la violence de ce à quoi nous sommes confrontés, le plus difficile. La colère est légitime, l'indignation est saine, mais la haine nous détruirait de l'intérieur et nous rendrait semblables à ce que nous combattons. Ce que ces dossiers révèlent au fond, c'est ce qui arrive quand une civilisation perd le sens du sacré, quand l'enfance n'est plus sacrée, quand l'innocence n'est plus sacrée, quand le corps n'est plus sacré, quand la vérité n'est plus sacrée, quand la vie elle-même n'est plus sacrée, quand la personne humaine n'est plus qu'un instrument de pouvoir ou de jouissance. La réponse profonde à cette horreur n'est pas seulement judiciaire, mais elle doit bien sûr l'être, enfin. Elle est aussi et surtout spirituelle, pas au sens confessionnel, au sens le plus fondamental du terme. Il s'agit de rétablir en nous et autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, le sens de ce qui est sacré, de ce qui ne se négocie pas, de ce pourquoi nous devrions être prêts, si nous voulons porter le nom d'être humain, à aller jusqu'à donner notre propre vie. Je vous invite, je nous invite à la prière. Peu importe que vous soyez croyant ou non, le fait de nous ancrer dans le sacré de la vie, quelle que soit la manière dont nous nous le représentons, et d'adresser nos prières à toutes les victimes, à toutes les familles brisées, à tous les enfants qui ont été broyés par cette machine infernale, à tous ceux qui agissent au mépris des dangers pour que l'intolérable ne soit pas toléré, malgré la compromission de nos soi-disant élites et de ces cercles médiatico-politiques. Parce que notre humanité tout entière est blessée, meurtrie, exsangue par ce qui a été révélé. Et que c'est dans la prière, dans le retour au sacré, que nous trouverons la force de ne pas sombrer. Je terminerai avec les mots d'Etty Hillesum, que je fais mien ce soir. Dans un monde où tant de cruauté, de laideur et de haine ne cessent de progresser, il est essentiel de ne pas rajouter une seule goutte de haine et de laideur à tout cela, mais de tout faire pour être les gardiens de la beauté, de la bonté et de l'humanité, pour que, même au cœur du désastre le plus effroyable, il y ait de l'humanité jusqu'au bout. Prions. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et de vos enfants. Prenez soin de ce qui est sacré en vous.